Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer la lecture d'Ulysse dans la vallée d'Honoré de Balzac. C'est un roman assez original puisqu'il constitue donc deux lettres, l'une immense et qui contient presque tout le roman, qui est la confession donc, du comte Félix de Vandenesse à la comtesse Nathalie de Manerville sur son histoire d'amour. L'autre de quelques pages constitue donc la réponse de la comtesse. Je vais vous lire deux petites citations donc, de ce roman avant de passer à la lecture. Il faut aimer ses amis comme on aime ses enfants, pour eux et non pour soi. Le moi cause les malheurs et les chagrins. Deuxième citation. Malheureusement, les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur. Voilà, nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas, nous sommes là pour vous lire, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Si vous souhaitez revoir ces lectures ou si vous avez loupé certaines de nos lectures, vous pouvez également vous rendre sur le site de D8 où vous aurez donc les replays de Voyage au bout de la nuit. Nous allons passer à la lecture. Elle s'était penchée à mon oreille pour me dire ces paroles qui prouvaient combien elle était occupée de mon avenir. « Madeleine ?» lui dis-je. « Jamais. » Ces deux mots nous rejetèrent dans un silence plein d'agitation. Nos âmes étaient en proie à ces bouleversements qui les sillonnent de manière à y laisser d'éternelles empreintes. Nous étions en vue d'une porte en bois par laquelle on entrait dans le parc de Frapesle et dont il me semble encore voir les deux pilastres ruinés, couverts de plantes grimpantes et de mousses d'herbes et de ronces. Tout à coup, une idée, celle de la mort du comte, passa comme une flèche dans ma cervelle et je lui dis « Je vous comprends. » « C'est bien heureux, répondit-elle, d'un ton qui me fit voir que je lui supposais une pensée qu'elle n'aurait jamais. Sa pureté m'arracha une larme d'admiration que l'égoïsme de la passion rendit bien amère. En faisant un retour sur moi, je songeais qu'elle ne m'aimait pas assez pour souhaiter sa liberté. Tant que l'amour recule devant un crime, il nous semble avoir des bornes, et l'amour doit être infini. J'eus une horrible contraction de cœur. Elle ne m'aime pas, pensai-je. Pour ne pas laisser lire dans mon âme, j'embrassai Madeleine sur ses cheveux. « J'ai peur de votre mère, dis-je à la comtesse, pour reprendre l'entretien. »« Et moi aussi, répondit-elle, en faisant un geste plein d'enfantillage. Mais n'oubliez pas de toujours la nommer Madame la Duchesse et de lui parler à la troisième personne. La jeunesse actuelle a perdu l'habitude de ces formes polies. Reprenez-les. Faites cela pour moi. D'ailleurs, il est de si bon goût de respecter les femmes, quel que soit leur âge, et de reconnaître les distinctions sociales sans les mettre en question. Les honneurs que vous rendez aux supériorités établies ne sont-ils pas la garantie de ceux qui vous sont dus? Tout est solidaire dans la société. Le cardinal de la Rovère et Raphaël d'Urbin étaient autrefois deux puissants également révérés. Vous avez sucé dans vos lycées le lait de la Révolution et vos idées politiques peuvent s'en ressentir. Mais en avançant dans la vie, vous apprendrez combien les principes de liberté mal définis sont impuissants à créer le bonheur des peuples. Avant de songer en ma qualité de long cours à ce qu'est ou ce que doit être une aristocratie, mon bon sens de paysanne me dit que les sociétés n'existent que par la hiérarchie. Vous êtes dans un moment de la vie où il faut bien choisir. Soyez de votre parti, surtout, ajouta-t-elle en riant, quand il triomphe. Je fus vivement touchée par ces paroles où la profondeur politique se cachait sous la chaleur de l'affection, alliance qui donne aux femmes un si grand pouvoir de séduction. Elles savent toutes prêter aux raisonnements les plus aigus les formes du sentiment.
Il semblait que, dans son désir de justifier les actions du comte, Henriette eût prévu les réflexions qui devaient sourdre en mon âme au moment où je le vis. Pour la première fois, les effets de la courtisanerie. Monsieur de Mortsauf, roi dans son castel, entouré de son auréole historique, avait pris à mes yeux des proportions grandioses. Et j'avoue que je fus singulièrement étonnée de la distance qu'il mit entre la duchesse et lui, par des manières au moins obséquieuses. L'esclave a sa vanité. Il ne veut obéir qu'au plus grand des despotes. Je me sentais comme humiliée de voir l'abaissement de celui qui me faisait trembler en dominant tout mon amour. Ce mouvement intérieur me fit comprendre le supplice des femmes de qui l'âme généreuse est accouplée à celle d'un homme de qui elles enterrent journellement les lâchetés. Le respect est une barrière qui protège également le grand et le petit. Chacun de son côté peut se regarder en face. Je fus respectueux avec la duchesse à cause de ma jeunesse. Mais là où les autres voyaient une duchesse, je vis la mère de mon Je vis la mère de mon Henriette et mis une sorte de sainteté dans mes hommages. Nous entrâmes dans la grande cour de Frapesle où nous trouvâmes la compagnie. Le comte de Mortsauf me présenta fort gracieusement à la duchesse, qui m'examina d'un air froid et réservé. Madame de Lenoncourt était alors une femme de 56 ans, parfaitement conservée et qui avait de grandes manières en voyant ses yeux d'un bleu dur, ses tempes rayées, son visage maigre et macéré, sa taille imposante et droite, ses mouvements rares, sa blancheur fauve qui se revoyait si éclatante dans sa fille. Je reconnus la race froide d'où procédait ma mère, aussi promptement qu'un minéralogiste reconnaît le fer de Suède. Son langage était celui de la vieille cour. Elle prononçait les ouates en et et disait frais pour dire froid, porteux au lieu de porteur. Je ne fus ni courtisan ni gourmet. Je me conduisis si bien qu'en allant à Vêpres, la comtesse me dit à l'oreille « Vous êtes parfait ». Le comte vint à moi, me prit par la main et me dit « Nous ne sommes pas fâchés, Félix. Si j'ai eu quelques vivacités, vous les pardonnerez à votre vieux camarade. Nous allons rester ici probablement à dîner et nous vous inviterons pour jeudi, la veille du départ de la duchesse. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'articulation de la mâchoire aujourd'hui. On va y arriver. Je vais à Tours y terminer quelques affaires. Ne négligez pas Clochegourde. Ma belle-mère est une connaissance que je vous engage à cultiver. Son salon donnera le ton au faubourg Saint-Germain. Elle a les traditions de la grande compagnie. Elle possède une immense instruction, connaît le blason du premier comme du dernier gentilhomme en Europe. Le bon goût du comte, peut-être les conseils de son génie domestique, se montrèrent dans les circonstances nouvelles où le mettait le triomphe de sa cause. Il n'eut ni arrogance ni blessante politesse. Il fut sans emphase, et la duchesse fut sans air protecteur. Monsieur et madame de Chessel acceptèrent avec reconnaissance le dîner du jeudi suivant. Je plus à la duchesse. Et ses regards m'apprirent qu'elle examinait en moi un homme de qui sa fille lui avait parlé. Quand nous revînmes de Vêpres, elle me questionna sur ma famille et me demanda si le Vandenesse, occupé déjà dans la diplomatie, était mon parent. « Il est mon frère, lui dis-je. » Elle devint alors affectueuse à demi. Elle m'apprit que ma grande-tante, la vieille marquise de Listomère, était une grand-lieu. Ses manières furent polies, comme l'avaient été celles de Monsieur de Mortsauf le jour où il me vit pour la première fois. Son regard perdit cette expression de hauteur pour laquelle les princes de la terre vous font mesurer la distance qui se trouve entre eux et vous. Je ne savais presque rien de ma famille. La duchesse m'a appris que mon grand-oncle, le vieil abbé, que je ne connaissais même pas de nom, faisait partie du conseil privé. Mon frère avait reçu de l'avancement, enfin, par un article de la charte que je ne connaissais pas encore.
Mon père redevenait marquis de Vandenesse. Je ne suis qu'une chose, le cerf de Clochegourde, dis-je tout bas à la comtesse. Le coup de baguette de la Restauration s'accomplissait avec une rapidité qui stupéfiait les enfants élevés sous le régime impérial. Cette révolution ne fut rien pour moi. La moindre parole, le plus simple geste de Madame de Mortsauf étaient les seuls événements auxquels j'attachais de l'importance. J'ignorais ce qu'était le conseil privé. Je ne connaissais rien à la politique ni aux choses du monde. Je n'avais d'autre ambition que celle d'aimer Henriette, mieux que Pétrarque n'aimait Laure. Cette insouciance me fit prendre pour un enfant par la duchesse. Il vint beaucoup de monde à Frapesle. Nous y fûmes 30 personnes à dîner. Quel enivrement pour un jeune homme de voir la femme qu'il aime être la plus belle entre toutes, devenir l'objet de regards passionnés et de se savoir seul à recevoir la lueur de ses yeux chastement réservés. De connaître assez toutes les nuances de sa voix pour trouver dans sa parole, en apparence légère ou moqueuse, l'épreuve d'une pensée constante, même quand on se sent au cœur une jalousie dévorante contre les distractions du monde. Le comte, heureux des attentions dont il se vit l'objet, fut presque jeune. Sa femme en espéra quelque changement d'humeur. Moi, je riais avec Madeleine, qui, semblable aux enfants chez lesquels le corps succombe sous les étreintes de l'âme, me faisait rire par des observations étonnantes et pleines d'un esprit moqueur sans malignité, mais qui n'épargnait personne. Ce fut une belle journée. Un mot, un espoir né le matin, avait rendu la nature lumineuse, et me voyant si joyeux, Henriette était joyeuse. Ce bonheur, à travers sa vie grise et nuageuse, lui sembla bien bon, me dit-elle le lendemain. Le lendemain, je passai naturellement la journée à Clochegourde. J'en avais été bannie pendant 5 jours, j'avais soif de ma vie. Le comte était parti dès 6 heures pour aller faire dresser ses contrats d'acquisition à Tours. Un grave sujet de discorde s'était ému entre la mère et la fille. La duchesse voulait que la comtesse la suivît à Paris, où elle devait obtenir pour elle une charge à la cour, où le comte, en revenant sur son refus, pouvait occuper de hautes fonctions. Henriette, qui passait pour une femme heureuse, ne voulait dévoiler à personne, pas même au cœur d'une mère, ses horribles souffrances, ni trahir l'incapacité de son mari, pour que sa mère ne pénétrât point le secret de son ménage. Elle avait envoyé Monsieur de Mortsauf à Tours, où il devait se débattre avec les notaires. Moi seule, comme elle l'avait dit, connaissais les secrets de Clochegourde. Après avoir expérimenté combien l'air pur, le ciel bleu de cette vallée calmait les irritations de l'esprit ou les amères douleurs de la maladie, et quelle influence l'habitation de Clochegourde exerçait sur la santé de ses enfants, elle opposait des refus motivés que combattait la duchesse, femme envahissante, moins chagrine qu'humiliée du mauvais mariage de sa fille. Henriette aperçut que sa mère s'inquiétait peu de Jacques et de Madeleine, affreuse découverte. Comme toutes les mères habituées à continuer sur la femme mariée le despotisme qu'elle exerçait sur la jeune fille, la duchesse procédait par des considérations qui n'admettaient point de réplique. Elle affectait tantôt une amitié captieuse, afin d'arracher un consentement à ses vues, tantôt une amère froideur pour avoir par la crainte ce que la douleur ne lui obtenait pas. Puis, voyant ses efforts inutiles, elle déploya le même esprit d'ironie que j'avais observé chez ma mère. En 10 jours, Henriette connut tous les déchirements que causent aux jeunes femmes les révoltes nécessaires à l'établissement de leurs indépendances. Vous qui, pour votre bonheur avec la meilleure des mères, vous ne sauriez comprendre ces choses. Pour savoir une idée de cette lutte entre une femme sèche, froide, calculée, ambitieuse, et sa fille pleine de cette onctueuse et fraîche bonté qui ne tarit jamais, il faudrait vous figurer le lys auquel mon cœur l'a sans cesse comparé, broyé dans les rouages d'une machine en acier poli. Cette mère n'avait jamais eu rien de cohérent avec sa fille. Elle ne sut deviner aucune des véritables difficultés qui l'obligeaient à ne pas profiter des avantages de la Restauration et à continuer
sa vie solitaire. Elle crut à quelques amourettes entre sa fille et moi. Ce mot, dont elle se servit pour exprimer ses soupçons, ouvrit entre ces deux femmes des abîmes que rien ne pouvait combler désormais. Quoique les familles enterrent soigneusement ces intolérables dissidences, pénétrez-y. Vous trouverez dans presque toutes des plaies profondes, incurables, qui diminuent les sentiments naturels, ou c'est des passions réelles, attendrissantes, que la convenance des caractères rend éternelle et qui donnent à la mort un contre-coup dont les noires meurtrissures sont ineffaçables, ou des haines latentes qui glacent lentement le cœur et sèchent les larmes au jour des adieux éternels. Tourmenté hier, tourmenté aujourd'hui, frappé par tous, même par ces deux anges souffrants qui n'étaient complices ni des maux qu'il endurait ni de ceux qu'il causait, comment cette pauvre âme n'aurait-elle pas aimé celui qui ne la frappait point et qui voulait l'environner d'une triple haie d'épines afin de la défendre des orages, de tout contact, de toute blessure. Si je souffrais de ces débats, j'en étais parfois heureux en sentant qu'elle se rejetait dans mon cœur, car Henriette me confia ses nouvelles peines. Je pus alors apprécier son calme dans la douleur et la patience énergique qu'elle savait déployer. Chaque jour, j'appris mieux le sens de ces mots. Aimez-moi comme m'aimait ma tante. Vous n'avez donc point d'ambition, me dit à dîner la duchesse d'un air dur. Madame, lui répondis-je en lui lançant un regard sérieux, je me sens une force à dompter le monde, mais je n'ai que 21 ans et je suis tout seul. Elle regarda sa fille d'un air étonné. Elle croyait que, pour me garder près d'elle, sa fille éteignait en moi toute ambition. Le séjour que fit la duchesse de Lenoncourt à Clochegourde fut un temps de gêne perpétuelle. La comtesse me recommandait le décorum. Elle s'effrayait d'une parole doucement dite, et pour lui plaire, il fallait endosser le harnais de la dissimulation. Le grand jeudi vint, ce fut un jour d'ennuyeux cérémonial, un de ces jours que haïssent les amants habitués aux cajoleries du laisser-aller quotidien accoutumés à voir leur chaise à sa place et la maîtresse du logis tout à eux. L'amour a horreur de tout ce qui n'est pas de lui-même, de tout ce qui n'est pas lui-même. La duchesse alla jouir des pompes de la cour, et tout rentra dans l'ordre à Clochegourde. Ma petite brouille avec le comte avait eu pour résultat de m'y implanter encore plus avant que par le passé. J'y pus venir à tout moment sans exciter la moindre défiance, et les antécédents de ma vie me portèrent à m'étendre comme une plante grimpante dans la belle âme, où s'ouvrait pour moi le monde enchanteur des sentiments partagés. À chaque heure de moment en moment, notre fraternel mariage, fondé sur la confiance, devint plus cohérent. Nous nous établissions chacun dans notre position. La comtesse m'enveloppait dans les nourricières protections, dans les blanches draperies d'un amour tout maternel. Tandis que mon amour séraphique, en sa présence, devenait loin d'elle mordant et altéré comme un fer rouge. Je l'aimais d'un double amour qui décochait tour à tour les 1000 flèches du désir et les perdait au ciel, où elles se mouraient dans un éther infranchissable. Si vous me demandez pourquoi jeune et plein de fougueux vouloirs je demeurais dans les abusives croyances de l'amour platonique, je vous avouerai que je n'étais pas assez homme encore pour tourmenter cette femme. Toujours en crainte de quelque catastrophe chez ses enfants, toujours attendant un éclat, une orageuse variation d'humeur chez son mari, frappé par lui, quand elle n'était pas affligée par la maladie de Jacques ou de Madeleine, assise au chevet de l'un d'eux, quand son mari calmé pouvait lui laisser prendre un peu de repos. Le son d'une parole trop vive ébranlait son être, un désir l'offensait. Pour elle, il fallait être amour voilé, force mêlée de tendresse, enfin tout ce qu'elle était pour les autres. Puis, vous le dirai-je, à vous si bien femme. Cette situation comportait des langueurs enchanteresses, des moments de suavité divine et les contentements qui suivent de tacites immolations. Sa conscience était contagieuse, son dévouement sans récompense terrestre imposé par sa persistance.
Cette vive et secrète piété qui servait de lien à ses autres vertus agissait alentour comme un encens spirituel. Puis j'étais jeune, assez jeune pour concentrer ma nature dans le baiser qu'elle me permettait si rarement de mettre sur sa main, dont elle ne voulut jamais me donner que le dessus et jamais la paume, limite où, pour elle, commençait peut-être les voluptés sensuelles. Si jamais deux âmes ne s'étreignirent avec plus d'ardeur, jamais le corps ne fut plus intrépidement ni plus victorieusement dompté. Enfin, plus tard, j'ai reconnu la cause de ce bonheur plein. À mon âge, aucun intérêt ne me distrayait le cœur, aucune ambition ne traversait le cours de ce sentiment déchaîné comme un torrent et qui faisait honte de tout ce qui l'emportait. Oui, plus tard, nous aimons la femme dans une femme, tandis que de la première femme aimée, nous aimons tout. Ses enfants sont les nôtres, sa maison est la nôtre, ses intérêts sont nos intérêts, son malheur est notre plus grand malheur. Nous aimons sa robe et ses meubles, nous sommes plus fâchés de voir ses blés versés que de savoir notre argent perdu. Nous sommes prêts à gronder le visiteur qui dérange nos curiosités sur la cheminée. Ce saint amour nous fait vivre dans un autre, tandis que plus tard, hélas, nous attirons une autre vie en nous-mêmes, en demandant à la femme d'enrichir de ses jeunes sentiments nos facultés appauvries. Je fus bientôt de la maison et j'éprouvai pour la première fois une de ces douceurs infinies qui sont à l'âme tourmentée ce qu'est un bain pour le corps fatigué. L'âme est alors rafraîchie sur toutes ses surfaces, caressée dans ses plis les plus profonds. Vous ne sauriez me comprendre, vous êtes femme, et il s'agit ici d'un bonheur que vous donnez sans jamais recevoir le pareil. Un homme seul connaît le friand plaisir d'être au sein d'une maison étrangère, le privilégié de la maîtresse, le centre secret de ses affections. Les chiens n'aboient plus après vous, les domestiques reconnaissent aussi bien que les chiens, les insignes cachés que vous portez, les enfants chez lesquels rien n'est faussé, qui savent que leur part ne s'amoindrira jamais et que vous êtes bienfaisants à la lumière de leur vie. Ces enfants possèdent un esprit divinateur, ils se font chats pour vous, ils ont de ces bonnes tyrannies qu'ils réservent aux êtres adorés et adorants, ils ont des discrétions spirituelles et sont d'innocents complices. Ils viennent à vous sur la pointe des pieds, vous sourient et s'en vont sans bruit. Pour vous, tout s'empresse, tout vous aime et vous rit. Les passions vraies semblent être de belles fleurs et qui font d'autant plus de plaisir à voir que les terrains où elles se produisent sont plus ingrats. Mais si j'eus les délicieux bénéfices de cette naturalisation dans une famille où je trouvais des parents selon mon cœur, j'en eus aussi les charges. Jusqu'alors, M. de Mortsauf s'était gêné pour moi. Je n'avais vu que les masses de ses défauts. J'en sentis bientôt l'application dans toute son étendue et vis combien la comtesse avait été noblement charitable en me dépeignant ses luttes quotidiennes. Je connus alors tous les angles de ce caractère intolérable. J'entendis ses criailleries, continuelles à propos de rien, ses plaintes sur des mots dont aucun signe n'existait au dehors, ce mécontentement inné qui déflorait la vie, et ce besoin incessant de tyrannie qui lui aurait fait dévorer chaque année de nouvelles victimes. Quand nous nous promenions le soir, il dirigeait lui-même la promenade, mais quelle qu'elle fût, il s'y était toujours ennuyé. De retour au logis, il mettait sur les autres le fardeau de sa lassitude. Sa femme en avait été la cause en le menant contre son gré là où elle voulait aller, ne se souvenant plus de nous avoir conduits. Il se plaignait d'être gouverné par elle dans les moindres détails de la vie, de ne pouvoir garder ni une volonté ni une pensée à lui, d'être un zéro dans la maison. Si ces duretés rencontraient une silencieuse patience, il se fâchait en sentant une limite à son pouvoir. Il demandait aigrement si la religion n'ordonnait pas aux femmes de complaire à leur mari, s'il était convenable de mépriser le père de ses enfants. Il finissait toujours par attaquer chez sa femme une corde sensible, et quand il l'avait fait raisonner, il semblait goûter un plaisir particulier à ses nullités dominatrices. Quelquefois, il affectait un mutisme morne, un abattement morbide qui soudain effrayait sa femme, de laquelle il recevait alors des soins touchants.
Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie du livre Le Lys dans la vallée de Balzac. Je vais vous donner une petite citation de ce livre avant de vous quitter. Une vie d'amour est une fatale exception à la loi terrestre. Toute fleur périt, les grandes joies ont un lendemain mauvais, quand elles ont un lendemain. Voilà, c'était une petite citation d'Honoré de Balzac. Je vous dis à tout bientôt, #VBN, passez une très belle soirée.